Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi Minatech et nous avons vraiment le plaisir de vous accueillir aussi bien en salle qu'à distance. On aimerait bien que vous reveniez en salle parce que les échanges entre les personnes sont tellement importants et c'est tellement l'occasion de pouvoir discuter et se retrouver. Alors, le prochain Midi Minatech, ce sera le 1er juillet, donc dans 15 jours, pas vendredi prochain, et ce sera le dernier avant la pause de l'été. Et on vous retrouve donc le 30 septembre, donc surveillez vos mails, vous aurez l'annonce du Midi Minatech du 30 septembre. Mais bon, pas avant début septembre. Et donc, le 1er juillet, nous aurons le plaisir, comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, Jean-François Minguet, donc du service cybersécurité du LETI. Il est ingénieur-chercheur au département système et il nous propose de parler de deepfakes, un danger pour l'identité, et en particulier, vous savez qu'on a accès à des tas de logiciels d'intelligence artificielle qu'on peut utiliser, et en particulier pour remplacer, travailler sur les images des gens et remplacer des images dans des vidéos. Et donc, il va nous parler de ce que ça représente et le risque que ça peut avoir. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Boisseau, donc aussi du département système. Et aujourd'hui, il va nous parler, oui, c'est lui que j'ai annoncé la dernière fois, excusez-moi, oh là là, je me prends les pieds dans le tapis. Bon, c'est lui que je vous ai annoncé la dernière fois et qui va nous parler de la récupération d'énergie pour l'autonomie énergétique des systèmes électroniques. Eh bien, c'est lui qui va en parler parce que moi, j'en dirai pas grand-chose. Et Sébastien, la parole est à toi. Donc, bonjour à tous, donc Sébastien Boisseau, je suis responsable d'un laboratoire au département système, un laboratoire qui est spécialisé sur les thématiques d'intégration de capteurs et d'autonomie des capteurs, et dans lequel on traite des sujets autour de la récupération d'énergie, la transmission de puissance sans fil et de l'électronique basse consommation notamment. Alors aujourd'hui, le sujet, ça va être la récupération d'énergie. Je vais vous présenter un petit peu les grands principes, les opportunités que ça peut offrir, et puis je vais donner quelques exemples d'applications concrètes de produits qui sont commercialisés, et puis les verrous sur lesquels nous travaillons au CEA, avec quelques exemples de résultats qui ont été obtenus. Alors aujourd'hui, on assiste réellement à une multiplication, une explosion du nombre de capteurs dans notre société. L'objectif, c'est de mieux interagir avec notre environnement, améliorer les process, réduire par exemple des temps de non-production au niveau des équipements industriels. Alors la ville est particulièrement concernée par ces capteurs, par ces réseaux de capteurs, notamment pour faire du monitoring de la qualité de l'eau, détecter des fuites d'eau. On a également des applications au niveau de l'agriculture, par exemple, pour monitorer la sécheresse du sol, optimiser la quantité d'eau qu'on va mettre dans le sol. J'en parlais tout à l'heure, également des applications industrielles autour de la maintenance prédictive, anticiper la défaillance de machines, réduire les temps de non-production, et puis globalement, dans une démarche, je dirais dans une démarche également d'éco-innovation, puisqu'on va réduire la quantité de matériaux qui vont être détruits, qui vont être jetés. Et donc tout ça, ça va dans le bon sens. Donc ces capteurs, alors une partie pourrait être connectée en filaire, directement connectée au réseau électrique. Alors cependant, ce n'est pas le cas de tous les capteurs. Alors tout d'abord, un premier point, lorsque l'on parle capteur, il faut plutôt parler système de capteurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'élément sensible seul, on a besoin d'une partie intelligente, donc ici qu'on va appeler, enfin on a pris par exemple un microcontrôleur. Donc ce microcontrôleur, il va interagir avec le capteur, il va récupérer les informations issues du capteur. Ensuite, on va pouvoir communiquer à distance les informations issues du capteur, donc par exemple par RF, donc on a besoin d'une source d'énergie pour alimenter tout ça, donc le capteur, l'élément sensible, donc le microcontrôleur qui va récupérer les infos, et puis la partie RF qui va transmettre les informations à distance. Alors cette énergie électrique, ça peut être des piles, des batteries. C'est un petit peu dommage parce que ces piles, ces batteries, il faut les changer sur le moyen terme, au bout de 2, 3, 5, 10 ans, pourquoi pas. Mais il va falloir les changer à un moment. Donc, tout d'abord, c'est un coût économique, puisqu'il va falloir envoyer quelqu'un pour changer cette pile ou cette batterie. Et puis également un coût écologique, puisque c'est des piles qui sont envoyées en déchetterie.
Et puis, il y a l'option de la récupération d'énergie. Donc, l'idée de la récupération d'énergie, c'est d'exploiter l'énergie ambiante présente à proximité du système pour l'alimenter. Donc, il y a des sources qui sont bien connues, donc par exemple le solaire, et on y reviendra par après, mais une multitude d'autres sources d'énergie ambiante qui sont exploitables pour alimenter ces capteurs, ces réseaux de capteurs, voire des actionnaires. Alors, la récupération d'énergie, elle a également un intérêt très important dans l'alimentation de systèmes dans des environnements sévères, dans des environnements contraints, et plus globalement sur tout ce qui est dispositif inaccessible. Alors tout d'abord, on peut penser aux environnements tournants. Difficile de tirer un fil sur un système en environnement tournant, donc on peut utiliser directement la récupération d'énergie pour alimenter le capteur, exploiter les mouvements de rotation pour alimenter ces capteurs. On peut également penser à des installations industrielles. Alors certes, l'électricité est pas loin, mais par contre, sur des moteurs hydrauliques, ce qui peut être intéressant, c'est de venir monitorer ce qui se passe à l'intérieur du moteur hydraulique. Pas d'électricité à proximité. Pourquoi ne pas utiliser la récupération d'énergie pour alimenter les capteurs et puis, par exemple, mettre en œuvre des outils de maintenance prédictive. On peut également penser aux dispositifs implantés, par exemple pour l'alimentation de pacemakers autonomes. Alors aujourd'hui, il y a une start-up française donc, qui s'appelle Cardac, qui travaille sur des dispositifs de récupération d'énergie pour alimenter des pacemakers autonomes. Donc on utilise directement le mouvement du cœur pour recharger le pacemaker et puis injecter des pulses de manière régulière. Et puis finalement, tous les environnements difficiles d'accès, donc par exemple pour monitorer des ombilicaux, donc ces câbles qui vont relier des éoliennes offshore au littoral. Intéressant d'utiliser des systèmes de récupération d'énergie pour monitorer la déformée du câble, anticiper les problèmes de fatigue et puis anticiper les problèmes de casse. Donc, comme je l'ai évoqué, pas mal de besoins, pas mal d'applications à la récupération d'énergie. Et en termes de sources d'énergie ambiante, beaucoup de sources sont en fait exploitables pour alimenter ces capteurs, ces réseaux de capteurs, voire ces actionnaires. Donc tout d'abord, on a les sources mécaniques. Les sources mécaniques, ça va être les déformations, les vibrations, tous les phénomènes de rotation qu'on peut également exploiter. On a également les sources thermiques, que ce soit des gradients de température ou des variations de température. Donc par exemple, un moteur qui chauffe, c'est une source thermique. On peut alimenter des capteurs à l'aide de ce moteur. Les sources radiantes, qui sont probablement les plus connues, donc le soleil, intérieur, extérieur. On peut également penser aux infrarouges, et puis l'ARF. Alors, point intéressant, c'est qu'on pense qu'il y a beaucoup d'ondes autour de nous. Dans les faits, ce n'est pas une énergie qui est très dense. On ne peut pas alimenter beaucoup de choses avec l'énergie ambiante issue du rayonnement RF. C'est un petit peu différent lorsqu'on passe en transmission de puissance. Donc là, on dirige l'énergie vers un capteur à l'aide d'ondes RF. Donc là, c'est un peu différent. Mais en récupération d'énergie pure, l'ARF est peu dense en termes de puissance. Une source également très intéressante, la récupération d'énergie des fluides, donc écoulement d'air, écoulement d'eau. C'est des choses qu'on va retrouver au niveau des gaines de ventilation, des canalisations d'eau, par exemple pour alimenter les capteurs de fuite d'eau que j'évoquais au début de la présentation. Et puis sur les écoulements d'air, par exemple tout ce qui va être monitoring de CO2 au niveau des bâtiments pour améliorer le confort des personnes. Et puis finalement, tout ce qui va être source chimique, biochimique, donc par exemple directement l'exploitation du glucose dans le corps humain pour alimenter des systèmes de capteurs implantés. Alors, en termes de besoins, on a vu qu'on cherchait à alimenter des fonctions complètes, donc avec le capteur, le microcontrôleur et l'ARF. Alors, sur la frise ici, on voit la quantité de puissance dont on a besoin pour alimenter ces capteurs. Alors, ce qu'on voit tout d'abord, c'est qu'un capteur, globalement, ça consomme assez peu. Un accéléromètre, c'est une trentaine de microwatts. Un capteur de température, c'est très très peu également. Le microcontrôleur, en mode actif, ça va être à peu près 1 milliwatt. Et puis, lorsqu'on utilise des modes de veille, on va descendre à peu près au microampère. L'élément le plus consommant, ça va être tout ce qui va être émission, réception RF, où là, on va arriver à quelques dizaines de milliwatts. Et puis, le smartphone est quand même très très loin, on va être à peu près sur 1 watt. Donc, généralement, la récupération d'énergie, on va se situer sur une gamme de je dirais, jusqu'à une dizaine de milliwatts, avec globalement la plupart de l'énergie qui est récupérable aux alentours de 10 à 100 microwatts. Alors, en fait, il existe déjà un environnement ultra low power qui est existant, donc notamment au niveau des protocoles de communication, au niveau des puces RF, au niveau des microcontrôleurs. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui existent et qui vont permettre, avec ces quelques dizaines de microwatts, ces quelques milliwatts, de réaliser ces fonctions d'alimentation de capteurs et ces fonctions capteurs.
Alors, ce qui est intéressant de noter également, c'est que réaliser une mesure complète à base d'un capteur et de son électronique de pilotage et sa communication, dans les faits, ça consomme très très peu d'énergie. Donc, on va être à peu près entre 50 et 500 microjoules en fonction du protocole de communication qui est mis en œuvre. Par exemple, si vous prenez un Bluetooth Low Energy ou un Zigbee Green Power, avec une centaine de microjoules, vous avez suffisamment d'énergie pour alimenter la fonction complète capteur, donc capteur, traitement de l'information et envoi de l'information. Ce qui veut dire qu'avec nos 10 à 100 microwatts, on est capable de réaliser cette fonction de mesure complète. Donc, il suffit de stocker l'énergie dans une batterie, dans une capa, dans une super capa. Lorsqu'on a stocké suffisamment d'énergie, on réalise la mesure complète. Et donc, avec 10 à 100 microwatts, on a largement assez pour faire cette mesure complète. Ce qu'on a montré au labo, c'est qu'on était même capable de faire des mesures complètes avec quelques centaines de nanowatts. 100, 200 nanowatts, c'est suffisamment de puissance récupérée pour alimenter ces fonctions capteurs. Et bien évidemment, lorsque vous allez récupérer une dizaine de milliwatts, vous êtes très très large, vous allez faire de la mesure quasiment continue. Alors, ce qui est important en récupération d'énergie, et c'est un petit peu pareil sur le capteur, c'est de penser système. Le récupérateur d'énergie seul, donc par exemple la cellule photovoltaïque, n'est pas suffisante pour alimenter notre application, n'est pas suffisante pour faire notre fonction de récupération d'énergie. On a besoin d'un circuit de gestion d'énergie. Donc ce circuit, en fait, il va adapter la puissance, la tension issue du récupérateur d'énergie en quelque chose qui soit utilisable par un microcontrôleur. Comme je l'ai évoqué précédemment, on va également avoir besoin d'un stockage d'énergie, donc quelque chose qui soit peu fuiteux, donc capa, super capa, pourquoi pas une batterie également. Et puis derrière, on a l'application alimentée. Et lorsqu'on a un projet qui arrive au sein des équipes du D6, la première chose qu'on fait, c'est de travailler sur l'application, de réduire au maximum la consommation de l'application de manière à ne pas surdimensionner le système de récupération d'énergie. Donc en termes de démarche, analyse de la consommation, optimisation de la consommation, que ce soit au niveau du code embarqué, au niveau des composants exploités. Derrière, on passe sur une phase d'analyse des sources d'énergie ambiante pour sélectionner la source qui est optimum en termes de contraintes, en termes d'énergie récupérable. Puis on passe au dimensionnement du récupérateur d'énergie, au dimensionnement du circuit de gestion d'énergie et du stockage, avec toujours pas mal d'allers-retours entre les deux, entre le récupérateur d'énergie et l'électronique de gestion, tout simplement parce que l'électronique de gestion va avoir un impact direct sur le fonctionnement du récupérateur d'énergie. Et puis finalement, on passe au système avec les tests en environnement réel. J'ai donné l'exemple d'un système de récupération d'énergie appliqué à un interrupteur autonome. J'y reviendrai par après. Donc, c'est un projet qu'on a développé avec Legrand et sur lequel on a mis toutes ces phases de développement dans la conception de ce produit. Alors, je vais commencer par la récupération d'énergie mécanique. Alors, tout d'abord, un récupérateur d'énergie mécanique, c'est avant tout un convertisseur d'énergie mécanique en énergie électrique. Et ce convertisseur, on va pouvoir l'appliquer à la récupération des vibrations, à la récupération des déformations, à la récupération des écoulements d'air ou d'eau. Donc, on a trois grands types de convertisseurs. Convertisseur électromagnétique, donc assez bien connu, c'est le principe de la dynamo, mouvement d'un aimant dans une bobine, et on transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Alors ça, c'est le principe de base. Derrière, on va pouvoir jouer avec des circuits ferromagnétiques de manière à avoir des modes de fonctionnement non linéaires qui vont permettre d'accroître les puissances récupérables. Et c'est notamment ce qu'on fait au niveau des équipes du D6. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être piézoélectricité. Donc, un matériau piézoélectrique, c'est un matériau qui est apte à convertir de l'énergie mécanique en énergie électrique de par son principe même de fonctionnement, de par le principe même du fonctionnement de la piézoélectricité. Donc, dès l'instant qu'on va appliquer une contrainte, une déformation sur un matériau piézoélectrique, on va générer des charges électriques. Et ensuite, on a l'électrostatique. L'électrostatique, donc l'idée, c'est d'utiliser une capacité variable. Donc, on a une électrode, une contre-électrode. On va avoir un mouvement, on va générer un mouvement au niveau de la contre-électrode par rapport à l'électrode. Et ça va nous permettre de convertir directement ce mouvement relatif en énergie électrique. Alors, la triboélectricité fait également partie des phénomènes électrostatiques et donc on peut exploiter la triboélectricité pour faire de la récupération d'énergie et on voit pas mal de papiers qui sortent aujourd'hui sur l'exploitation des phénomènes triboélectriques pour la récupération d'énergie. Alors ces convertisseurs, ils vont avoir plusieurs avantages, plusieurs inconvénients. Je dirais l'avantage de l'électromagnétisme, c'est d'avoir des systèmes qui sont relativement bas coût et puis des systèmes qui sont relativement robustes, notamment parce qu'ils bénéficient de tous les développements qui ont pu être faits au niveau des moteurs et au niveau de l'électromécanique.
Un des inconvénients, c'est qu'on va avoir des tensions qui sont relativement faibles, notamment à des fréquences, lorsqu'on va être en haute fréquence, parce qu'on a des mouvements qui sont faibles. Et de ce fait, on va être plutôt adapté sur des récupérations d'énergie jusqu'à une cinquantaine, une centaine de hertz max. L'avantage de la piézoélectricité, c'est d'avoir des tensions de sortie élevées et même en petits déplacements. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des développements de systèmes de récupération d'énergie qui vont travailler à très haute fréquence, tout en ayant des tensions intéressantes. Et donc, ça nous simplifie la vie au niveau de l'électronique de gestion d'énergie. La contrainte, c'est des matériaux qui sont globalement un peu plus coûteux. Et puis, on voit dans certains matériaux des problèmes de fatigue mécanique qui peuvent apparaître et de ce fait, des risques sur la robustesse. Et puis finalement, l'électrostatique, le point fort, c'est le coût, notamment lorsqu'on parle de triboélectricité. Donc, c'est deux matériaux très simples qui sont mis en contact, donc très très peu chers. Par contre, on va avoir des systèmes qui vont avoir des faibles capacités et donc qui vont être difficiles à piloter d'un point de vue électronique de gestion parce qu'on va avoir un impact important des capacités parasites. Donc, ce convertisseur, qu'il soit électromagnétique, piézoélectrique ou électrostatique, on va l'appliquer à nos sources de récupération d'énergie mécanique. Donc, le premier, c'est les vibrations. Donc, les vibrations, donc, par exemple, un moteur qui vibre, on va pouvoir déployer un système de récupération d'énergie qui va avoir un petit peu cette forme donc, de poutre encastrée libre qui est présentée sur le côté. Donc, c'est une structure qui est résonante. Donc, on exploite la résonance pour créer un mouvement relatif au niveau de notre récupérateur d'énergie, et puis surtout pour amplifier les vibrations, le mouvement des vibrations, qui sont très faibles en termes de dimension, en termes de déplacement, et l'exploitation de la résonance va nous permettre d'amplifier ce mouvement. Alors, l'avantage majeur, c'est qu'on arrive à avoir des puissances intéressantes lorsque la fréquence de résonance du récupérateur d'énergie est égale à la fréquence des vibrations ambiantes. L'inconvénient, c'est que dès l'instant qu'on va avoir un mismatch, donc une différence entre la fréquence de résonance et puis la fréquence des vibrations, il ne se passe plus grand-chose, on n'a quasiment plus rien en termes de puissance récupérable. Mais il existe des solutions et on travaille dessus. En termes de produits commercialisés, donc j'ai mis quelques exemples. Donc tout d'abord, en piézoélectricité, donc il y a la société Vieso qui commercialise des systèmes piézoélectriques pour des applications sur le rail. Et puis je l'évoquais tout à l'heure, la société Kerdag, donc société française, qui développe un pacemaker autonome et qui a levé cette année 17 millions d'euros pour poursuivre ses développements. On a également pas mal de choses autour de la récupération d'énergie vibratoire à base de conversion électromagnétique. Donc, j'ai mis quelques exemples de sociétés, donc Revibe, qui est dans le nord de l'Europe, Perpetuum, qui est une société anglaise, et puis Enervibe. Et globalement, ce que l'on voit sur tous ces dispositifs de récupération d'énergie vibratoire, c'est que les puissances vont être aux alentours du milliwatt, de la dizaine de milliwatts, donc largement assez pour alimenter des capteurs, par exemple pour des applications de maintenance prédictive. Côté CEA, on travaille directement sur le verrou que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir le fait que si la fréquence des vibrations n'est pas égale à la fréquence de résonance du dispositif, on ne récupère plus rien. Alors en fait, on travaille sur des circuits de gestion d'énergie qui vont être aptes à changer la fréquence de résonance du récupérateur d'énergie en temps réel. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que l'électronique de gestion avait un impact direct sur le comportement du récupérateur d'énergie, et c'est exactement ce qui se passe ici. En changeant la charge électrique aux bornes de notre récupérateur d'énergie piézoélectrique, on va changer sa fréquence de résonance, et donc ça va nous permettre de gagner en robustesse. On va être capable de maintenir la fréquence des vibrations, la fréquence de résonance égale à la fréquence des vibrations, juste avec l'électronique. Et donc, on a fait un ASIC qui marche plutôt pas mal. Donc, c'est la figure qu'on voit en bas. En fait, ce qu'on voit, c'est que si la fréquence des vibrations change au cours du temps, donc c'est ce qu'on voit ici sur la deuxième partie de la courbe, le système va être capable de changer la fréquence de résonance du récupérateur d'énergie, et donc on arrive à un mode de fonctionnement où on resynchronise la fréquence de vibration avec la fréquence de résonance, et donc on arrive à remonter la puissance du récupérateur d'énergie vibratoire. Alors, le second principe de récupération d'énergie, c'est l'impulsionnel. L'impulsionnel, c'est très intéressant pour toutes les applications autour du corps humain, autour de la domotique. Donc, l'impulsionnel, c'est par exemple quelqu'un qui appuie sur l'interrupteur, c'est l'impulsionnel. Vous générez une petite quantité d'énergie à un instant T, fini dans le temps.
Et donc, pour récupérer cette énergie impulsionnelle, donc on va avoir deux grands principes de récupération d'énergie. Donc tout d'abord, tous les principes autour de l'inversion de flux magnétiques. Donc c'est le principe de la dynamo, sauf qu'il est un petit peu plus compliqué, avec des circuits ferromagnétiques. Et donc l'idée, ça va être d'exploiter de l'inversion de champ magnétique au niveau de la bobine. Donc on voit la partie centrale en bleu et en rouge, donc qui est un aimant. On va créer une commutation rapide au niveau de cette partie pour inverser le flux dans la structure et donc avoir une énergie importante. L'énergie qui est générée est directement proportionnelle à la variation de flux magnétique dans la structure et puis inversement proportionnelle au temps. Donc globalement, plus on va vite, plus on récupère d'énergie. Plutôt intéressant, mais il y a des solutions plus astucieuses. Donc, c'est tous les principes autour de ce qu'on appelle la frequency up conversion. Donc, l'idée, c'est de transformer un mouvement basse vitesse en un mouvement haute vitesse. Donc, on a plusieurs principes pour le mettre en œuvre. Donc, par exemple, les impacts. Donc, on a une membrane. On a un impact qui arrive dessus, la membrane se met en résonance, et donc on va convertir ce mouvement basse vitesse en mouvement haute vitesse, la résonance. On peut également faire du stockage d'énergie potentielle, libération sous forme d'énergie cinétique. Donc c'est typiquement ce que vous aviez dans les montres qui se rechargent toutes seules. Vous stockez l'énergie au cours de la journée. Lorsque vous avez stocké suffisamment d'énergie potentielle dans la structure à l'aide d'un ressort, vous la libérez d'un coup et ça vous permet de convertir efficacement l'énergie mécanique en énergie électrique. Et puis finalement, la bistabilité. Donc la bistabilité, c'est un système qui va commuter rapidement d'un état haut à un état bas. Et cette commutation va entraîner des résonances. Donc ce sont les trois principes de base pour permettre de convertir une énergie basse vitesse en énergie haute vitesse. On a des systèmes qui sont commercialisés également. Donc, sur le premier principe que j'ai présenté, donc, notamment la société Enocean, qui est une société allemande, qui commercialise des interrupteurs autonomes. Alors, lorsque vous voyez le niveau d'énergie produite, donc vous avez 350 microjoules, si vous faites le lien avec ce que j'ai présenté au début, vous voyez qu'on a assez pour alimenter notre fonction d'émission d'information. Également ZF, qui commercialise des interrupteurs autonomes, donc avec un peu plus d'énergie, un peu plus de densité d'énergie. Et puis, également intéressant, une société anglaise qui commercialise des dalles permettant de récupérer l'énergie lorsqu'on a des passages de personnes, avec des puissances instantanées qui vont monter jusqu'à 5 watts pendant quelques millisecondes. Et ce qui va être intéressant sur tous ces dispositifs impulsionnels, c'est de combiner la récupération d'énergie à la mesure. C'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, vous savez que la fonction d'appui est réalisée, donc vous pouvez directement transmettre l'information comme quoi l'action est effectuée. Donc vous combinez la récupération d'énergie à la mesure, et ça, en termes de conception, c'est hyper intéressant parce que ça permet de réduire le nombre de pièces, ça permet de réduire les capteurs, ça permet d'optimiser les coûts. Alors, côté CEA, on a également travaillé sur ce type de dispositif. Donc, c'est l'exemple que je présentais tout à l'heure, d'interrupteur autonome. Donc, on a fait le nôtre et on l'a développé avec Legrand. Et ce qui est intéressant dans cette structure, c'est qu'on va utiliser justement un principe de frequency up conversion. Et donc, vous voyez la vidéo qui défile, donc avec toute l'intégration mécanique du dispositif. Donc, lorsque l'utilisateur appuie sur l'interrupteur, on va mettre en œuvre le mouvement de rotation au niveau du récupérateur d'énergie, donc c'est ce que vous voyez ici, et vous allez convertir ce mouvement de rotation en énergie électrique à l'aide d'une bobine, et ensuite on a la transmission de l'information à l'aide d'un module RF Zigbee qui a été intégré. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir exploité les effets de frequency up conversion pour augmenter les densités de puissance. Densité d'énergie. Et ce qu'on voit notamment sur le tableau que vous avez sur le côté, donc encadré en rouge, c'est que l'exploitation de ce principe nous permet d'avoir des densités d'énergie quasiment 3 fois plus importantes que l'état de l'art. Donc le système a été commercialisé en 2021. Ça marche plutôt pas mal. Aujourd'hui, ils en vendent à la brouette. Le dernier principe de récupération d'énergie, ça va être les écoulements d'air, écoulements d'eau. Donc pareil, ce que j'évoquais au début, intéressant parce que c'est une énergie qui a une densité importante. Tout ce qui va être récupération d'énergie pour les canalisations d'eau, gaine de ventilation, on va pouvoir rapidement monter à quelques milliwatts, quelques dizaines de milliwatts.
Donc le premier principe qu'on peut mettre en œuvre, c'est tout ce qui va être turbine, donc c'est ce qu'on voit présenté ici. Et puis on a également ce qu'on appelle le fluttering, donc c'est l'effet drapeau. Donc vous avez une structure qui vole au vent, donc comme un drapeau. Et ce mouvement mécanique, on va pouvoir le convertir en énergie électrique à l'aide d'un convertisseur électromagnétique, piézoélectrique ou électrostatique. Plusieurs produits commercialisés également, donc Hydrao, qui est une société pas très loin d'ici, qui commercialise des pommeaux de douche connectés dans un objectif de réduire la consommation d'eau. Également Enerby, qui est pas très loin d'ici, qui travaille sur des gaines de ventilation connectées, donc qui récupère l'énergie issue des écoulements d'air pour alimenter des capteurs de qualité de l'air et puis des actionneurs. Et puis vous pouvez également trouver des systèmes sur Internet, donc sur Amazon, qui produisent des puissances de l'ordre de 100 à 300 milliwatts. Mais par contre, au niveau des pertes de charge, on va être sur 0,5 bar, ce qui est énorme pour une installation hydraulique. Et donc, vous l'avez compris, le verrou, c'est les paires de charge. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille côté CEA. Donc, on a développé notamment des systèmes de turbines à très, très faible perte de charge. L'objectif étant qu'elles soient quasiment invisibles vis-à-vis de l'écoulement d'eau. Et ça, on l'a fait en mettant en œuvre des simulations multiphysiques, couplant de la mécanique des fluides, de la mécanique, de l'électromagnétisme et l'électronique. Donc on a un gros modèle. Ce qui est pas mal, c'est lorsqu'on regarde la figure en haut à droite, on a une bonne correspondance entre la simulation et l'expérimental. Ça nous permet d'optimiser le système et de réduire les pertes de charge. Donc, on est en dessous de 50 millibars sur les pertes de charge, donc plus faible perte de charge de l'état de l'art. Ce qui est pas mal également avec ces solutions, c'est qu'on est capable de mesurer le débit en même temps. Donc, ça fait également le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure. On a une fonction complète autonome, donc de récupération d'énergie plus mesure du débit. Et puis là-dessus, on est sur un transfert de technologie en cours et avec un produit qui devrait sortir cette année. Alors, en termes de gestion d'énergie, on trouve également pas mal de choses aujourd'hui. Depuis 5-6 ans, on va trouver des circuits qui vont être aptes à transformer l'énergie brute issue du récupérateur d'énergie en énergie exploitable par un microcontrôleur, par une fonction RF. Alors, sur ces composants, on va retrouver notamment des fonctions bug boost, donc pour monter ou baisser la tension du récupérateur d'énergie et la rendre utilisable par notre système électronique. On a également des systèmes de MPPT, donc des systèmes qui vont chercher le point de fonctionnement optimum du récupérateur d'énergie, et puis des dispositifs qui vont être capables de fonctionner en mode cold start, c'est-à-dire sans énergie initiale. Vous avez un système qui est dans un état zéro énergie et vous êtes capable de le démarrer rien qu'avec le récupérateur d'énergie. Alors ça, c'est intéressant, mais quelque chose qui est également intéressant, c'est de travailler sur des modes d'extraction d'énergie non linéaires pour accroître les puissances récupérables par notre système de récupération d'énergie. Alors en fait, le mode de fonctionnement non linéaire, l'idée qui est derrière, c'est de monitorer la tension du récupérateur d'énergie et puis de décharger la puissance du récupérateur d'énergie lorsque le récupérateur d'énergie a atteint son maximum de tension. Et ce qu'on voit notamment sur la figure ici, donc en fait, ce qu'on observe, c'est une montée en tension d'une capacité connectée à notre récupérateur d'énergie. Et ce qu'on voit donc avec un circuit du commerce, donc le LTC 3588 par exemple, c'est qu'on a une montée qui est beaucoup plus lente que ce qu'on obtient avec ce que j'ai noté SECE, donc les circuits qu'on développe côté CA. Et ce qui veut dire qu'en utilisant des modes de fonctionnement non linéaires, on arrive à récupérer beaucoup plus de puissance qu'avec les composants du commerce. Donc de la même manière, on a fait notre ASIC et ça marche plutôt pas mal. Ensuite, donc, on a la récupération d'énergie photovoltaïque. Donc ça, c'est plutôt les collègues du DTS à Chambéry qui travaillent dessus. Néanmoins, c'était pour donner quelques mots sur ces technos. Globalement, nous, ce qui va nous intéresser, c'est principalement l'indoor, donc globalement des niveaux de puissance à 200 lux. Puissance lumineuse à 200 lux. Et donc, on va trouver 3 grands types de cellules photovoltaïques qui sont adaptées à cet environnement. Donc, le silicium amorphe, c'est les panneaux classiques, où on va avoir des rendements jusqu'à une dizaine de pourcents. Les matériaux 3,5, on va être sur 20% de rendement. On va également avoir tout ce qui est DSSC, OPV et perovskite, où on peut monter jusqu'à 30%. Aujourd'hui, la cellule photovoltaïque la plus efficace commercialisée, donc elle est commercialisée par Electricity, et on arrive à monter jusqu'à 48 microwatts pour 2,4 cm² de panneaux PV. Et puis, bien évidemment, beaucoup de travaux de recherche pour avoir des rendements encore plus importants que celui-ci sur d'autres types de cellules photovoltaïques.
En termes d'applications, donc beaucoup d'applications au PV, donc la domotique, tout ce qui va être capteur de qualité de l'air, tracker, logistique, le SHM, les serres, tout ce qui va être tracker agri-agro également. Alors, on avait notamment eu un projet il y a quelques années sur du suivi d'aigles, donc pour savoir où est-ce qu'il passe. Donc, on utilisait des cellules photovoltaïques pour le faire. On a également pas mal de projets autour de suivi des espèces en danger, notamment en Afrique, et puis également des choses en Australie, donc avec par exemple du suivi de kangourous, de choses comme ça. Donc pas mal de projets autour de ça. En termes de verrous technologiques, aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir des dispositifs souples à haute performance. Et c'est notamment ce que font les équipes du DTS. Donc, les équipes du DTS, elles travaillent sur des cellules photovoltaïques perovskite à base de matériaux souples et avec des rendements qui montent jusqu'à 25%. Et 25%, c'est l'état de l'art, c'est la meilleure perf obtenue au niveau de l'état de l'art. Et puis finalement, on a la thermique. Donc la thermique, l'idée, c'est l'effet Seebeck. Donc l'effet Seebeck, en fait, le principe, c'est de transformer un flux de chaleur en un mouvement d'électrons et de trous électroniques. Donc ça, pas mal de choses qui sont développées côté des TNM. L'idée, c'est d'avoir ces thermocouples qui sont placés en parallèle d'un point de vue thermique et en série d'un point de vue électrique. Et aujourd'hui, avec les matériaux dont on dispose, on arrive à peu près à atteindre 15% de Carnot, donc 15% du rendement de Carnot avec ce type de système. Et puis pareil, avec des produits qui sont commercialisés, donc notamment par Perpetua pour faire des capteurs industriels, et puis Micropelt qui commercialise des valves thermostatiques pilotées également pour l'optimisation énergétique des bâtiments. Côté CEA, on va travailler sur l'intégration à base de technologies microélectroniques. Et ça va nous permettre d'avoir des densités d'énergie, des densités de puissance beaucoup plus importantes que l'état de l'art. Et aujourd'hui, les résultats qui ont été obtenus, c'est jusqu'à 2,2 mW par centimètre carré pour un delta T de 15 Kelvin. Et voilà, donc clairement, qui nous positionne parmi les meilleures performances de l'état de l'art. Donc on continue ces développements pour accroître ces niveaux de puissance et puis pour transférer la techno. Pour mes conclusions, donc, alors ce qu'on a vu, c'est qu'on avait de nombreuses sources d'énergie ambiante exploitables pour alimenter des systèmes de capteurs communicants. Donc on a vu notamment le solaire, les vibrations, flux d'air, flux d'eau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écosystème low power qui est déjà existant. Donc on a vu les microcontrôleurs, tout ce qui va être RF, les circuits de gestion d'énergie, avec encore pas mal de choses à faire, notamment en exploitant des phénomènes non linéaires, que ce soit au niveau de la gestion d'énergie ou au niveau des récupérateurs d'énergie. Clairement, les systèmes autonomes à base de récupération d'énergie sont déjà une réalité, donc que ce soit en solaire, en thermique, en mécanique, on voit des produits qui apparaissent et puis encore pas mal de développements qui sont en cours dans les labos pour améliorer les perfs. Clairement, les approches système et multiphysiques sont indispensables, que ce soit au niveau du récupérateur d'énergie, de l'électronique de gestion d'énergie, l'électronique basse consommation. Et puis, on a des contraintes et des compromis à chaque étage qu'il faut prendre en compte. Et puis, notre vision, c'est que la récupération d'énergie peut être également un formidable outil pour l'éco-innovation. Donc, tout d'abord, parce que ça nous permet de développer des systèmes batteryless, donc des systèmes sans batterie. Et puis, parce que cela nous permet également de réfléchir à de nouveaux modèles économiques pour des entreprises, notamment à l'aide d'éco-compteurs, de capteurs autonomes en énergie, et ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, donc le passage du produit au service. Donc on a déjà des projets en cours au niveau des labos qui devraient sortir cette année. Et voilà, après, si vous avez d'autres idées de produits sur lesquels la récupération d'énergie permettrait de changer les modèles économiques, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. Je voulais également remercier les équipes qui travaillent sur ces sujets, donc des équipes côté D6, côté DTS, côté DTNM, côté DECOS également. Donc merci à tous. Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation. Merci. Bien, ta présentation est ouverte aux questions, donc si vous avez des questions, on peut en prendre aussi à distance, mais dans la salle, si vous avez des questions.
Oui, très bien. On va vous apporter le micro. Bonjour, le système de récupération d'énergie à base de vibrations, ça peut pas être basé sur des MEMS Alors, ce qui est qui compliqué. serait très petit et peut-être encore plus économe en énergie, je ne sais pas. Alors, le MEMS sur le vibratoire, c'est assez compliqué. Alors, en électromagnétique, ça marche difficilement parce que globalement, on perd en densité de puissance. C'est-à-dire que plus vous réduisez les systèmes, plus vous allez perdre en puissance récupérée. Et c'est pas linéaire. Enfin, c'est clairement pas linéaire. C'est au moins un ordre 3. En piézoélectricité, ça peut être intéressant, et en électrostatique aussi. Néanmoins, le fait que le fait que les puissances soient globalement un petit peu plus petites, ça complexifie les électroniques de gestion derrière. Et pour l'instant, c'est vrai que le macroscopique est plus intéressant de notre point de vue. Macroscopique ou mésoscopique, notamment les systèmes type Kerdak, qui ont des systèmes qui sont très très petits, hein, mais on n'est pas sur du MEMS. On n'est clairement pas sur du MEMS. Par contre, sur tout ce qui va être thermoélectricité notamment, là on a un intérêt des micro-technos, et c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Très bien, merci Sébastien. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, on va vous passer le micro. Merci. Pour ce même système d'accordement de fréquences, pour accorder les fréquences, c'est prendre l'énergie, d'accorder les fréquences. Et le rendement total, en fait, quelle est la partie de l'énergie récupérée qui sert à accorder cette fréquence? On essaye de ne pas dépasser 10%. On essaye de pas dépasser 10%. Alors après, globalement, on va viser des systèmes qui vont être à une centaine de microwatts pour avoir un petit peu de marge, centaine de microwatts en milliwatts pour avoir un petit peu de marge pour alimenter l'électronique. Mais c'est vrai que c'est l'avantage derrière des ASIC, c'est d'avoir des systèmes très basse consommation, en fait, très basse consommation, pour réaliser ces fonctions électroniques. Mais globalement, ce qu'on vise, c'est 10%, pas plus. Très bien, merci. Finalement, en fait, le bilan énergétique, vous devez toujours faire le bilan énergétique pour savoir si, en définitive, entre ce qui est disponible, ce que vous utilisez et la fonction que vous voulez obtenir, ça reste faisable, quoi. Oui, bah, en fait, on fait beaucoup ça. Et vraiment au niveau du système complet. Et je pense que c'est le point important pour la récupération d'énergie, c'est vraiment de prendre le problème dans son ensemble, parce qu'on a des optimisations, des contraintes à tous les niveaux. Et clairement, le premier point à traiter, c'est la consommation de l'application. On a eu notamment des projets qui étaient venus à un moment où la consommation était beaucoup trop importante. Ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à la diviser d'un facteur 2, d'un facteur 3 assez facilement en optimisant le code et avec les outils qu'on peut avoir au CEA. Et derrière, c'est un gain énorme pour l'application globale parce que ça permet de dimensionner au mieux le récupérateur d'énergie et ne pas avoir des coûts qui seraient prohibitifs. Merci beaucoup. Une nouvelle question? Il n'y en a pas d'autres? J'ai la lumière qui me... Non. Voilà. Ben, allez-y. C'est la même personne qui repose une question. Très bien. Très bien. On va avoir une question en ligne tout à l'heure. Oui, toujours dans cette histoire de récupération de l'énergie vibratoire. Là, vous avez présenté un système avec un glissement de fréquence par un système électronique. Vous n'avez pas dit d'ailleurs quelle était la plage de fréquence que ça permet d'atteindre, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer un système, disons, électromécanique avec un déplacement de centre de gravité sur une pièce ou un truc comme ça Alors globalement, ce qu'on vise en récupération d'énergie vibratoire, c'est quelques hertz. Et en fait, l'idée, c'est de compenser les dérives liées à la fatigue mécanique, puisqu'une structure qui vieillit, globalement, voit sa fréquence de résonance qui chute. Donc, de pouvoir compenser ces effets de dérive liés à la fatigue. Et puis, les changements de comportement moteur. Donc, on est également sur quelques hertz. L'électronique est toujours, enfin, c'est le retour qu'on avait, est toujours plus intéressant d'un point de vue énergétique. Parce que utiliser des actionneurs, tout de suite, on va être sur des ordres de grandeur pour alimenter l'actionneur de ce que j'avais en tête, c'est quelques centaines de millijoules, voire du joule. Et l'électronique nous paraît plus intéressante d'un point de vue énergétique en termes de consommation.
C'est également un retour d'expérience qu'on a issu de la littérature scientifique, où on voyait que pour réaliser ce type de fonction avec des actionneurs, on était tout de suite sur des centaines de millijoules, voire du joule. Il y a des travaux qui sont faits là-dessus. Nous, c'est vrai qu'on a privilégié la voie électronique pour des questions de conso. Très bien, merci. On va prendre une question à distance. Voilà. Alors, je vais vous la lire, même si vous l'avez sous les yeux. Est-ce que dans les systèmes de freinage des ascenseurs, il n'y aurait pas des choses à faire? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Après, il y a beaucoup d'endroits où on peut mettre de la récupération d'énergie, hein. Énormément, dès l'instant qu'on a un déplacement mécanique, on peut mettre un système de récupération d'énergie. Ça peut être dans un grondage, ça peut être. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, à rediscuter, mais pourquoi pas, ouais. Bon, donc c'est un sujet peut-être à réfléchir. On a une question ici. On va vous apporter. Je garde mon micro. Je voudrais savoir depuis quand, comment dirais-je, on a commencé à s'intéresser à ce domaine de recherche. Je dirais que ça fait une grosse vingtaine d'années. Ça a démarré dans les années 2000 à peu près. Non, à grande échelle, on a pas mal de labos il y a pas mal de labos qui travaillent dessus, hein. Il y a une grosse communauté française qui se retrouve tous les ans au GNRSA, si vous voulez participer, et qui sera à Bordeaux cette année. Et après, dans le monde, on a également pas mal de choses en Chine pour l'instant, c'est clair, hein. Et puis également aux États-Unis, ouais. Il y a beaucoup de choses, également au Canada. Non, il y a pas mal de choses qui se passent. Là, j'ai présenté qu'une partie. Je dirais que c'est il y a vraiment qu'une partie des travaux qui est présentée parce qu'il y a beaucoup de choses. NRB, par exemple, je ne suis pas rentré dans le détail, mais c'est des combinaisons entre des matériaux piézoélectriques et magnétostrictifs. On sort un petit peu des convertisseurs que j'ai présentés, qui étaient vraiment les convertisseurs de base. Sur la thermique, on a également des choses qui se couplent avec de la microfluidique et qui sont faites notamment au Canada. Donc là c'est vraiment une vision assez simple. On peut vraiment complexifier. Il se passe beaucoup plus de choses que ce que j'ai présenté là. Très bien. Alors, on va prendre une question à distance. Vis-à-vis de l'éco-conception, y a-t-il des études sur le fait d'amener de plus en plus de wearables, des choses qu'on porte partout, ce qui pose des questions sur le traçage des matières électroniques, entre autres? Par exemple, d'un point de vue écologique, vaut-il mieux toujours tirer des fils afin d'intégrer un interrupteur ou l'interrupteur autonome est-il mieux? Alors justement là-dessus, l'étude a été faite par Legrand, cette analyse d'éco-conception. Et en fait, ça a même été plus loin. Il s'était posé la question par rapport à une pile. Est-ce que le fait de mettre de la récupération d'énergie avec des aimants, avec de la mécanique, avec une bobine, avec un circuit ferromagnétique, est-ce que c'était réellement intéressant par rapport à la pile en termes d'éco-conception? Et la réponse est oui. On était rassurés. Et Legrand a fait les calculs et ils estiment qu'ils économiseront, lorsqu'ils seront passés en cadence, la cadence qu'ils ont prévue, à peu près une économie d'1 tonne de piles par an. L'analyse a été également faite sur la question des câbles. Alors globalement, c'est un coût économique de tirer des câbles, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Je dirais dans l'ancien, en plus, il faut faire des tranchées, tout ça, donc c'est pas terrible. Donc le calcul avait été fait, et oui, également d'un point de vue éco-conception, on est plus intéressant avec un système de récupération d'énergie. Très bien. C'était une question que j'avais dans la tête et alors, très bien, elle vient des auditoires. Mais voilà, donc après le projet avait démarré en 2017, et dès 2017, des questionnements autour de l'éco-conception étaient mis sur la table, et c'est rentré directement dans nos calculs de matrice de choix lorsqu'il a fallu sélectionner la solution optimum. Super, merci beaucoup. On va encore prendre une question à distance, parce que j'en ai pris beaucoup dans la salle. Alors, bonjour. Y a-t-il des travaux avec Clinatech pour récupérer l'énergie chimique dans le corps humain? Alors, donc, pas de ma connaissance.
Mais tu as cité tout à l'heure le fait Sur le glucose? Oui, Ouais. sur le glucose, oui. Alors, sur le glucose, de mémoire, il me semble que le Team C a travaillé dessus. Ouais, vous confirmez, ça marche. Donc, le Team C a travaillé dessus. Je ne sais pas où ils en sont. Peut-être intéressant de rediscuter avec eux. Ouais. D'accord. Donc, c'est un champ aussi. Exactement. Donc là, c'est vraiment une vision très, qui est assez petite de l'activité. Et il se passe beaucoup de choses. D'accord. Alors, on va voir. Alors, on m'a fait signe. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, à distance. Très bien. Aujourd'hui, le problème, c'est que toute la chaîne est impliquée et c'est difficile d'avoir des standards et des briques dispo pour prototyper. De même, on fait souvent appel à des microcontrôleurs qui sont plutôt autour du watt dès qu'on traite un peu les données. Voilà, watt de consommation. On n'est pas au watt, on est plutôt au milliwatt. Après, il y a la question du temps, donc c'est plus une question d'énergie qu'il faut regarder qu'une question de puissance. Mais globalement, on est plutôt au milliwatt, voire à la dizaine de milliwatts sur les microcontrôleurs basse conso. Et après, sur la chaîne complète, j'ai oublié la question. Alors, la question, c'était est-ce que c'est quand même difficile de... Alors, c'est quand même difficile. Oh là là, moi aussi, j'ai oublié la question. De prototyper, voilà. Oui, exactement. De faire des prototypes. Alors, en fait, pour moi, la révolution, ça va être Matter, notamment pour la domotique. Donc, c'est le standard qui est en train d'arriver très clairement avec des gros, donc les GAFAM qui sont positionnés dessus, hein, notamment Google. Donc, c'est la suite du Zigbee Green Power. Matter, et justement on va clairement vers une standardisation des protocoles au niveau de la domotique, et de ce fait on aura une standardisation au niveau des systèmes de récupération d'énergie, au moins dans la domotique. Très bien, merci beaucoup. Bien, alors est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Pas de regret? Une vraie question. Oui? D'accord, on va vous passer le micro, s'il vous plaît, pour que tout le monde entende. Le micro arrive. Là. Est-ce que dans le cadre du bâtiment, est-ce qu'on fait réellement une économie de fil? Parce qu'entre l'interrupteur qui est autonome, certes, mais la conduction du courant, lui, c'est autre chose. Et en fait, ce sont les mêmes câbles qui sont utilisés. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une économie de fil. Enfin, dans le neuf, c'est plus le coût pour tirer les câbles apparemment important. Et c'est le retour que Legrand avait eu notamment de sociétés comme Bouygues. Aujourd'hui, ça les embête vraiment de tirer les fils verticaux au niveau du bâtiment. Je pense que c'est pas que pour des questions de coût, c'est pas l'économie de cuivre, c'est plus la mise en œuvre qui est problématique. Donc déjà dans le neuf, ça les intéresse, et dans l'ancien encore plus, puisque ça évite de tirer les tranchées, de faire des tranchées. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de notre... Ah, encore une question? Oui, en prendre une à distance. Hein? Alors, bravo et merci pour cet exposé très intéressant. Ma question, par le souci d'autonomie, d'économie et de durabilité, qui semble commun aux deux domaines, existe-t-il des liens entre vos recherches et le développement des technologies low-tech? Alors, c'est une excellente question. Mais après, je ne sais pas trop ce qu'on entend par low-tech. Enfin... Non, mais Joker, hein, et ça peut être une discussion qui peut s'ouvrir. Après, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour en discuter. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, on peut mettre beaucoup de choses derrière le low-tech. Et donc, voilà. Alors, pour la personne qui a posé cette question-là, je l'invite à interagir avec Sébastien. Exactement. Pour aller plus loin. Bien, je vous invite à remercier à nouveau. Encore une question? Allez, on va prendre une dernière question. Bonjour, quelle est la position de la France par rapport aux autres pays sur le domaine
La récup d'énergie? Oui. Il y a une grosse communauté française, clairement, donc notamment avec le TIMA qui est à côté, avec l'Université de Savoie, des gens sur Paris, des gens sur Bordeaux. On est plutôt bien. Et puis, lorsque l'on voit les résultats en termes de positionnement par rapport à l'état de l'art, ce que j'évoquais tout à l'heure, on est plutôt très bien. Enfin, notamment, l'exemple de Legrand, je l'ai donné avec un facteur 3 par rapport à l'état de l'art. Ce que fait DTS aujourd'hui sur les PV, le 25% sur du perovskite souple, c'était le meilleur niveau de l'état de l'art. Pareil sur la thermoélec, sur le graphique qui était présenté, clairement les solutions proposées par le CEA étaient au-dessus de l'état de l'art en termes de densité de puissance. Donc non, il se passe beaucoup de choses et après, si vous êtes intéressé par la thématique, je vous invite vivement à participer au GNRSE en fait, donc Journée nationale de la récup d'énergie, qui ont lieu une fois par an. On tourne dans les différentes villes de France, là où il y a des labos qui travaillent sur cette thématique. Et vous pourrez parler avec les experts et les différents académiques français. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Sébastien pour cette présentation. Merci. Je te souhaite une très bonne continuation. On espère que tu reviendras nous parler des évolutions que vous aurez apportées. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour notre dernière séance des Midi Minatech avant l'été, qui s'annonce chaud, en tout cas en juin. Mais on verra ce que ça donnera. Et on se retrouve en septembre, le 30 septembre. Donc, faites attention à vos emails pour savoir quel sera le sujet que nous aborderons le 30 septembre. Et là, les sandwichs, si vous en avez commandé, sont dans la couronne. À très bientôt.